C'est l'heure du 19h sur Public Sénat pour passer en revue toute l'actualité politique et parlementaire. Voici les titres de ce lundi 4 octobre. Premier préavis de grève illimité à la RATP lancé par la CGT, alors que 1200 amendements ont été déposés au Sénat sur la réforme des retraites, dont l'examen débute demain. Le gouvernement dénonce les idées reçues sur l'injustice faite aux femmes. Invité du 19h, le centriste Jean-Marie Wallerenberg, qui entend, lui, les défendre. Rester vigilant mais sans alarmisme excessif, c'est la position de Paris et Berlin après la mise en garde américaine contre les risques d'attentats concertés en Europe. Pas encore d'impact relevé sur le tourisme, le danger terroriste, analysé dans cette édition par Jean-Pierre Chevènement et Jocelyn de Rouen. Une écriture soignée pour alourdir encore le statut des Juifs, déjà honteusement discriminatoire, celle de Philippe Pétain. Le regard sur le document révélé ce week-end de Frédéric Salabarou, auteur de De Gaulle. Pétain, lui aussi, fait partie de nos invités ce soir. Confirmation attendue dans les minutes qui viennent par les syndicats actuellement réunis d'une nouvelle journée de grève et de manifestation. Ce sera donc le mardi 12 octobre, mais déjà des responsables de la CGT, par exemple chez le pétrolier Total, font désormais planer la menace de grève reconductible contre la réforme des retraites. À la RATP, justement, un préavis de grève illimité a été déposé par la CGT. À compter du 12 octobre, nouvelle journée d'action. Donc, le gouvernement, qui reste inflexible sur les mesures d'âge, doit désormais affronter la fronde de l'opposition sénatoriale, le bien fondé d'une réforme que n'avait pas annoncé le candidat Sarkozy est ainsi contesté par le biais d'une motion référendaire. Et puis, un nombre record d'amendements a été déposé. Fabrice Cunet. Veillée d'armes au Sénat avant la discussion sur la réforme des retraites. Les groupes affinent leur discours. Majorité et gouvernement promettent des aménagements à la marge. Sourire à gauche. Ce sont des aménagements totalement cosmétiques et pour une part d'ailleurs assez injustes par eux-mêmes, puisque les femmes qui ont 3 enfants pourraient garder la retraite pleine à 65 ans. Les gens qui sont handicapés pourraient partir à 55 ans. Bon, d'accord. Non. L'article 7 alinéa 3, supprimer cet alinéa, amendement de conséquence. Les sénateurs de l'opposition ont déposé près de 900 amendements. Au total, ce sont 1200 aménagements du texte qui seront à discuter. Tous sont traités et classés ici, au service de la séance. Une inflation qui annonce un débat animé, mais pas question de parler d'obstruction à gauche. C'est pas dans la tradition de sénateurs socialistes ou de gauche de chercher l'obstruction. Par contre, ce que nous voulons, c'est faire vivre le débat. Nous l'avons répété, nous voulons imposer au gouvernement un vrai débat sur ce sujet. S'il y a bien un groupe en position de force, c'est le groupe centriste faiseur de majorité. Et son président n'hésite pas à en jouer. Nous avons sur une quarantaine d'amendements, 3 ou 4 plus particuliers qui sont, comme je le disais, très emblématiques et que nous souhaitons voir adopter. Sinon, effectivement, nous pourrions regarder passer peut-être le train sans sauter dedans, mais nous ne ferons rien pour l'arrêter. Sur la retraite des parents de 3 enfants, sur la pénibilité ou l'égalité salariale, le texte devrait évoluer. Pas question en revanche de revenir sur les points clés. L'opposition réclamera dès demain un référendum sur la réforme, une demande qui restera symbolique, mais qui donnera le ton d'un débat prévu pour durer 10 jours. Alors qu'une mesure en faveur des femmes ayant élevé 3 enfants, on vient de le voir, pourrait recevoir l'aval du gouvernement, une tribune sous la forme d'une douche froide, signée Éric Woerth avec le renfort de 3 femmes ministres. Ce texte publié ce soir par Le Monde dénonce les idées reçues sur les inégalités faites aux femmes. Alors Emmanuel Kessler, bonsoir. Bonsoir. Aidez-nous à y voir plus clair. Oui, cette tribune est en fait un plaidoyer pour la réforme, mais telle qu'elle est, telle qu'elle arrive au Sénat. Elle démonte même point par point, comme autant d'idées reçues, vous l'avez dit, les arguments de ceux qui pensent que le projet va accroître les inégalités entre les hommes et les femmes. Alors, on ne va pas prendre tous les sujets, mais sur le plus épineux, le report à 67 ans pour une retraite à taux plein quand on n'a pas cotisé assez longtemps. Eh bien, le ministre du Travail conteste que ça va pénaliser les femmes qui ont eu les salaires les plus modestes. On se trompe en disant cela, écrit-il. La réforme leur apporterait même au contraire des garanties. D'après lui, ça concernerait surtout des femmes plus aisées qui ont arrêté de travailler très tôt et par choix. Derrière toute une argumentation technique, il y a la volonté de démontrer que
l'inégalité entre les hommes et les femmes à la retraite ne vient pas du système des retraites lui-même, encore moins de sa réforme, mais des disparités de salaire, on dit 30%, entre les femmes et les hommes pendant la vie active, pendant les carrières. Et c'est là-dessus qu'Éric Woerth se dit prêt à aller plus loin pendant les discussions au Sénat, sans d'ailleurs dire comment. Voilà qui ne semble pas pour l'instant augurer de concessions attendues, espérées par certains sur la réforme elle-même. Et ça, visiblement, malgré la volonté d'ouverture du Sénat manifestée depuis quelques jours. Merci Emmanuel. Invité du 19h, justement, Jean-Marie Wallerenberg, sénateur centriste du Pas-de-Calais. Bonsoir. Bonsoir. Vous qui militez pour des aménagements en faveur des femmes, est-ce que vous êtes donc guidé par des idées reçues, pour reprendre l'expression d'Éric Woerth? On milite pas seulement d'ailleurs pour des aménagements en faveur des femmes, mais pour tous les parents qui ont élevé des enfants, ont interrompu leur carrière et ainsi ont une petite retraite. Je crois qu'elles sont nombreuses d'ailleurs les femmes dans ce dispositif. C'est 80 000 sur les 115 000 qui prennent leur retraite à 65 ans actuellement. Donc je conteste tout à fait le fait que ce soit des idées reçues. Ça concerne beaucoup de monde. Et je trouve que c'est condamner aussi tous les propos qu'a tenus le président du Sénat, M. Larcher, qui a abondé tout à fait dans ce sens. Pourquoi le ministre n'a-t-il pas révélé ses idées plus tôt? Je crois que ça sera au Sénat, d'ailleurs, et c'est son honneur, de faire la loi et de débattre de ce sujet de façon tout à fait transparente. Je crois que nous avons besoin de savoir, d'ailleurs, sur ce point précis, quel est le coût du passage, enfin plutôt l'économie, qu'engendre le passage de 65 à 67 ans. J'ai tout entendu. 6 milliards, puis ensuite 3 milliards et quelques, et puis maintenant 2,5 milliards. J'aimerais que le ministre s'exprime sur ce sujet. Je crois qu'on doit parler en toute transparence. Et vous êtes donc très combatif, peut-être plus encore après cette tribune des ministres dans Le Monde ce soir. Monsieur le sénateur, vous-même, vous allez déposer, je crois, plusieurs amendements, dont certains, justement, veulent maintenir la borne d'âge des 65 ans d'une façon générale et globale, pour tous. On est d'accord sur les 62 ans, parce qu'il y a un équilibre nécessaire à rechercher. C'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Par contre, il y a 3 injustices majeures à nos yeux. C'est celle qu'on vient d'évoquer. On pourrait aussi reculer jusqu'à 2029 le passage à 67 ans, comme l'ont fait les Allemands. Il y a une deuxième injustice qui concerne la pénibilité. Il y a des travailleurs qui sont vraiment victimes avant l'âge de ce travail pénible. Non, mais si vous mettez la mesure clé, là, les 65 ans, l'une des 2 mesures d'âge en tous les cas, ce n'est plus du grain à moudre que vous cherchez là. Vous remettez en cause l'équilibre même de la réforme, si on suit le ministre. Absolument pas. Non, je crois que l'équilibre, il tourne autour de 30 milliards. Il s'agit là d'1 milliard à trouver. Je pense qu'on peut le trouver. Nous avons des idées. Nous l'exprimons au ministre demain ou après-demain. Est-ce que votre position, finalement, n'est pas celle de la CFDT ? Ça se rapproche de celle de la CFDT, mais je crois que nous avions, avec notamment François Bayrou et puis tout le groupe centriste au Sénat, déjà exprimé cette position bien avant que la CFDT ne l'affirme comme un des points de négociation. Alors vous rappelez votre appartenance au MoDem, hein, vous parlez des centristes dans leur ensemble au Sénat. Absolument. Ils ne sont pas tous au MoDem, ils ne sont pas tous membres du shadow cabinet de François Bayrou comme vous. Est-ce que vous pensez que les centristes tiendront ce même discours jusqu'au bout, ou bien est-ce que finalement ça va dépendre au dernier moment? Ça va dépendre, Monsieur Grossior, ça va dépendre beaucoup de l'attitude du gouvernement. Si le gouvernement arrive, disons, dans une tranchée, décidé à se battre sur la position qui est la sienne, ou s'il arrive en tendant la main au sénateur, en disant « ben oui, vous êtes chargé de faire la loi, donc on vous écoute et on va négocier ». En quelque sorte, le Sénat est en position de médiation entre les syndicats, les partenaires sociaux et le gouvernement. Alors on va jouer pleinement notre rôle. Alors, sénateur centriste, vous avez quand même choisi votre camp, quoi. Les syndicats, est-ce que vous voulez vous appuyer aussi sur la rue? Vous avez vu, on a appris juste avant le début de ce journal qu'il y avait une première grève reconductible annoncée par la CGT à la RATP. Comment réagissez-vous? Écoutez, je crois que les syndicats jouent pleinement leur rôle revendicatif. Nous sommes dans la construction. Nous voulons réellement réformer ces retraites pour maintenir le système par répartition,
mais nous voulons corriger les injustices. Il y a une injustice d'ailleurs qui touche tous les salariés. Il y a 40 systèmes par répartition, 40 régimes par répartition. La retraite par points dont on parle beaucoup et dont on va parler beaucoup, écoutez bien, le rapporteur sur ce point au Sénat, c'était une des conclusions de la mission d'évaluation des comptes de la sécurité sociale, conclusion partagée du Parti socialiste jusqu'à la droite, de venir et d'inventer en quelque sorte un système qui existe déjà en Suède et en Italie, qui s'appelle la retraite par points et qui permet de donner et d'assurer à chaque salarié l'égalité devant la retraite. En tous les cas, le débat s'annonce passionné et même tendu. Moi, j'espère qu'il sera serein et que le Parlement pourra donner, à l'inverse de l'Assemblée nationale, une image digne, sérieuse du débat parlementaire. Merci Jean-Marie Wallerenberg. On regarde le résultat de la question posée sur le site du Nouvel Obs. Pensez-vous que les syndicats vont durcir le mouvement? Pensez-vous qu'ils s'essoufflent? Eh bien, vous dites non à 80%. Oui, à 17% seulement, et on a confirmation ce soir donc d'une certaine radicalisation, je vous le disais, notamment à la RATP et même chez Total, avec des menaces là, de grève reconductible initiées par la CGT. Jacques Chirac et les emplois fictifs dans le second volet de l'affaire qui concerne cette fois 7 emplois au service exclusif du RPR. Le parquet de Nanterre a requis un non-lieu en faveur de l'ancien président de la République. Si un procès est néanmoins demandé par le juge d'instruction, il sera joint à l'autre affaire qui sera jugée début mars 2011 et pour laquelle, vous le savez, un accord d'indemnisation a été conclu récemment avec la mairie de Paris. La suite du 19h, les nouvelles alertes terroristes commentées par Jean-Pierre Chevènement et Jocelyn de Rohan. Le refus de tout alarmisme des autorités françaises, mais aussi allemandes, après l'avertissement des États-Unis, du Japon et de la Grande-Bretagne à leurs ressortissants, donc sur les risques d'attentats en Europe. Il n'empêche, comme vous le voyez sur ces images, les lieux touristiques parisiens restent très surveillés. C'est le cas de la Tour Eiffel, mais les touristes s'en accommodent. Quelques réactions au pied de la tour. Pour venir, on a pris un taxi à la place du métro à cause des risques d'attentats. Mais bien sûr, on ne sait jamais. En même temps, si on ne devait plus aller dans les endroits à risque, on n'irait plus jamais dans les grandes villes. On a pensé aux attentats, mais on a notre programme et on pense que tout va bien se passer. Il faut juste faire plus attention, ouvrir l'œil, mais on ne peut pas s'arrêter de voyager, sinon on ne quitterait jamais l'Australie. On ne viendrait jamais ici, parce qu'il y a toujours un risque. On pense que la police parisienne peut gérer la situation. Donc non, je ne pense pas que ce soit dangereux ici. Avec nous, donc Jean-Pierre Chevènement, bonsoir, ancien ministre de l'Intérieur, on le rappelle. Jocelyn de Rohan, présidente de la Commission des Affaires étrangères, bonsoir à tous les deux. Vous connaissez très bien les pays où Al-Qaïda fomente en ce moment, semble-t-il, ces attentats. Le Pakistan, bien sûr, l'Afghanistan, les territoires du sud algérien. Jean-Pierre Chevènement, vous étiez en Algérie il y a peu. Comment est-ce que vous recevez d'abord l'avertissement préventif des États-Unis, Jean-Pierre Chevènement? Je pense que dans ces affaires de terrorisme, la discrétion est de mise. Et je ne vois pas d'un très bon œil cette mise sous tension préalable qui contribue à affouler l'opinion et qui fait le jeu finalement des terroristes ou d'organisations comme Al-Qaïda qui se nourrissent du mythe médiatiques qu'elles entretiennent et que nous entretenons nous-mêmes par des déclarations. C'est ce que j'allais vous dire. Les autorités françaises elles-mêmes ont sonné l'alarme récemment. Oui, on a vu des hauts responsables policiers expliquer que tous les clignotants étaient au rouge. On a parlé d'une femme kamikaze le 16 septembre, il ne s'est rien produit. Donc dans ce domaine, je pense que le sang-froid devrait être la règle. Alors, Jocelyn de Rohan, à votre connaissance, la menace est bien réelle? Oui, il y a une menace réelle. Le Premier ministre en a rendu compte d'ailleurs au président des groupes parlementaires qu'il a réunis la semaine dernière. Nous-mêmes, nous avons à la commission du renseignement reçu des informations extrêmement précises
de la part du directeur de la DCRI. Vous pouvez être plus précis, là? Non, je ne suis pas plus précis parce que je suis tenu par le secret professionnel, là, en l'occurrence. Est-ce qu'on sait quelles sont les cibles qui seraient visées prioritairement? Ce sont les cibles que les terroristes djihadistes habituels recherchent. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qui nous a été dit, et avec des exemples extrêmement précis, c'est qu'il y avait des réseaux terroristes qui fomentaient des attentats et étaient prêts à passer à l'action. Est-ce qu'ils sont prêts sur une échelle européenne, puisque les États-Unis évoquent éventuellement une action concertée dans plusieurs capitales? Ce que nous savons, c'est que Al-Qaïda a envoyé des missionnaires, si j'ose dire, dans plusieurs États européens avec mission de fomenter des attentats. De quel pays? De fomenter des attentats. Il y a diverses provenances. Il ne manque pas de recrues, ce qui est d'ailleurs assez inquiétant, c'est qu'il ne manque pas de main-d'œuvre. Oui. Alors quand tous les clignotants sont au rouge, là, Jean-Pierre Chevènement, je reprends effectivement la formule du patron du renseignement, M. Squarcini. Quelle action politique est possible, selon vous? Alors, je pense d'abord qu'il faut bien analyser le problème. On parle d'Al-Qaïda, mais Al-Qaïda est une vaste nébuleuse, ce n'est pas une organisation hiérarchique. Disons que la France est confrontée à une menace bien précise. C'est AQMI, Al-Qaïda Maghreb islamique. Qui est déjà passé à l'action. Qui est en fait l'ancienne organisation GSPC, Groupement pour le salut et la prédication et le combat, qui est franchisé Al-Qaïda, si je puis dire, depuis 2007. Mais ce sont des groupes bien distincts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des relations. Oui. On le voit notamment quand Jazeera publie à la télévision la photo des otages qui ont été pris à Arlit. Mais je pense qu'il ne faut pas surestimer la capacité de Al-Qaïda Maghreb à fomenter des attentats sur le territoire national. Sur le territoire national. Alors, je ne dis pas dans la zone sahélienne où elle est présente, et en particulier au sud de l'Algérie, au Niger, au Mali, en Mauritanie. Hein, on voit bien que nos entreprises sont exposées. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a entendu le ministre de la Défense tout à fait récemment, M. Jossin Laurent, dire que le gouvernement français essayait d'entrer en contact avec Al-Qaïda Maghreb. C'est pour négocier, éventuellement payer une rançon, ou c'est pour parler des différends qui peuvent nous opposer à ces groupes? Ce que je voudrais faire remarquer, c'est que le malheureux Germano, qui a été assassiné dans les conditions que l'on sait, AQMI n'a en aucune manière jamais pris contact avec le gouvernement français. En l'occurrence, le gouvernement français manifestement cherche à établir le contact avec l'AQMI pour savoir quelles sont ses revendications, quelles sont les conditions dans lesquelles il souhaite libérer les otages. Moyennant quoi, on n'en sait pas plus. Et de toute façon, si je savais quelque chose, je ne le dirais pas pour ne pas... Évoquons peut-être les fondements de cette menace. Alors, on peut dire une chose. L'Algérie est sortie de la spirale d'extrême violence qu'elle connaissait dans les années 90. Il reste quelques groupuscules qu'on appelle à tort Katiba. Katiba, ça veut dire compagnie, ce ne sont pas des compagnies. Ce sont des groupes beaucoup plus réduits qui se déplacent en Toyota à travers le désert, composés en partie de Mauritaniens ou de locaux, de Touaregs, avec un encadrement souvent algérien. Mais je dirais que cette réalité fugace ne peut être correctement appréhendée que par les États qui sont présents là-bas, et que la coopération qui existe entre les services doit rester naturellement discrète. Il faut naturellement que les services travaillent entre eux. Beaucoup tient à l'exactitude des renseignements, au facteur humain et, le cas échéant, au renseignement électronique. Mais je pense que c'est la connaissance du milieu et une implication aussi peu visible que possible. Je ne veux pas dire qu'il ne doit pas y avoir une application, mais une application aussi peu visible que possible, qui sont à la source de succès possible. Et tout cela doit se traiter de manière aussi décentralisée que possible. Ce n'est pas une affaire que les États en eux-mêmes doivent prendre directement en charge, sauf à rentrer dans un processus cumulatif, d'amalgame, de surenchère, et tout cela n'est pas bon.
Hein, je voudrais dire aussi qu'il faut expliquer vis-à-vis de l'opinion arabe ou musulmane qu'une loi comme la burqa, par exemple, n'est nullement dirigée contre l'islam, elle est dirigée contre l'islamisme intégriste et pour protéger nos concitoyens de religion musulmane contre des assimilations abusives. Je pense qu'il y a toute une manière de faire passer les choses qui est très importante parce que la France a toujours été une grande puissance musulmane et bien disposée à l'égard du monde musulman avec lequel elle entretient des relations anciennes et il faut que ces choses soient claires. Très bien. Merci à tous les deux. Mais restez avec nous, si vous voulez bien, pour la dernière page du 19h. Nous allons recevoir l'auteur de De Gaulle-Pétain, Portrait croisé, Frédéric Salabarou, qui vient ici commenter la découverte du statut des Juifs de 1940, aggravé de la main même de Pétain. C'est donc un descendant d'un proche du maréchal Pétain, on l'a appris aujourd'hui, qui a vendu en fait à un grand amateur d'archives le document dont on parle tant depuis ce week-end, document qui ensuite a été offert au mémorial de la Shoah à Paris. Flora Sauvage nous rappelle d'abord la portée historique de ce document. Le document sur le statut des Juifs de 1940 a été acheté par un amateur d'histoire aux descendants d'un proche du maréchal Pétain. Dans ce texte inédit de 5 pages, le chef du régime de Vichy a complété à la main le projet de loi initial sur le statut des Juifs pour le durcir et les exclure totalement de l'enseignement et de la justice. Pour l'avocat Serge Klarsfeld, il ne fait aucun doute que les annotations sont bien celles du maréchal Pétain. Il y a la volonté probablement de faire mieux que les Allemands, de montrer que la France s'aligne sur l'idéologie allemande et que la France mérite d'être inscrite parmi les premières nations dans le nouvel ordre européen. Pétain table certainement sur la victoire définitive de l'Allemagne. Avec les annotations du maréchal Pétain, ce sont désormais tous les Juifs qui sont visés, alors que le texte initial prévoyait d'épargner les descendants de Juifs nés français ou naturalisés avant 1860. Le document a été remis au mémorial de la Shoah à Paris. Bonsoir Frédéric Salabarou. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez publié, je le disais il y a quelques mois, ce portrait croisé de Gaulle, Pétain. Les annotations portées par Pétain lui-même sur le statut des Juifs montrent que le maréchal, qui est souvent décrit comme velléitaire, vous le rappelez dans votre livre, ne l'était pas sur la question des Juifs. Le document est intéressant parce qu'au fond, il confirme ce qu'on savait, c'est-à-dire que le maréchal Pétain avait durci le texte. Dans ses mémoires, un de ses ministres, le ministre des Affaires étrangères, Paul Baudouin, avait dit « Long conseil des ministres, Pétain est le plus dur et il insiste fortement pour que les Juifs soient exclus d'éducation nationale ». Ce qui fait que le texte tel qu'il est, avec son annotation, est parfaitement vraisemblable. Alors on verra s'il est véridique ou pas, mais il est parfaitement vraisemblable. Vous avez un doute quand vous le regardez comme ça? En réalité, aucun. Aucun. Puisqu'on retrouve aussi le style Pétain, c'est-à-dire qu'il n'écrivait pas, mais en revanche corrigeait avec le sens du mot juste. Et la façon dont il rajoute, par exemple, le s'il y a lieu, c'est du typique Pétain. Ah d'accord, très bien. C'était du juridisme. Certains disent que c'était peut-être trop technique pour être de la main de Pétain. Vous vous dites le contraire, justement, c'est une preuve supplémentaire. Les corrections sont incontestablement de lui. L'idée est de son garde des Sceaux, Raphaël Alibert, qui était hystériquement antisémite et qui est à l'origine du statut des Juifs. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, on voit bien que ce n'est pas les Allemands qui ont imposé à Vichy le statut des Juifs, c'était volontaire, c'était une vision politique d'Alibert, de Pétain, et la façon dont il durcit le texte témoigne de cette volonté politique. Et pour vous, enfin j'ai envie de dire pour De Gaulle, Frédéric Salabarou, le chemin a été tracé depuis l'armistice, c'est-à-dire les rafles, le Veldiv et le statut des Juifs. C'est dans le projet politique de Vichy. Et ce qui est intéressant, je le dis par rapport aux deux personnages, on a souvent dit au fond Pétain avait subi les choses et les Allemands lui avaient imposé l'antisémitisme d'État. Et de l'autre côté, on dit De Gaulle n'était pas si clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, Georges Boris, le chef de cabinet de Léon Blum, débarque à Londres pour se battre. Et là, on se précipite chez De Gaulle et on lui dit « Mais vous vous rendez compte, le chef de cabinet de Léon Blum, un juif, ça, c'est pas possible. » Et là, De Gaulle a une réponse qui est très significative de l'état de la différence entre les deux hommes. Il dit « Écoutez, je ne connais que deux catégories de personnes, ceux qui font leur devoir et ceux qui ne le font pas. Alors, je ne veux plus jamais entendre ce type de réflexion devant moi. » Alors, vous n'êtes pas surpris, bien sûr, par ce document. S'agit-il néanmoins, selon vous, d'une découverte majeure ?
Il est intéressant parce que il vient tordre le cou à toute la propagande postérieure à 1945 qui tendait à prouver que Pétain, en fait, avait protégé les Français, qu'il avait subi et que les Juifs avaient été en réalité protégés par la zone libre et par le régime de Vichy. Ce qu'on voit, moi c'est ce que j'ai cherché à démontrer dans mon livre, c'est qu'au contraire, il y a un projet politique, qui est un projet dans lequel l'antisémitisme est un des éléments de l'État français. Et donc ça tord le cou à cette théorie du glaive et du bouclier, ça tord le cou à ce vieil homme qui a fait don de sa personne pour protéger les Français. On est sur complètement autre chose. Pétain voulait le pouvoir, il avait l'idée d'un régime qu'il voulait imposer, et l'antisémitisme d'État en est une partie. Alors, on savait qu'il avait subi l'influence de certains éléments de son entourage assez nauséabond, mais donc là on a la confirmation de son propre antisémitisme. D'où venait-il? D'où le tenait-il? Alors, il n'y a pas de se replacer dans l'époque. Vous avez cité De Gaulle. Il n'y a pas de trace au début d'un antisémitisme spécifique. Au fond, il est un peu comme les militaires de l'époque. Antisémite, il a aussi ses amis juifs. Ce qui change considérablement dans les années 30, c'est qu'il va se convaincre que sur le plan politique, à la fois la République est un danger pour le pays et que les Juifs aussi sont à l'origine des difficultés du pays. Et c'est pour ça que cet homme à l'antisémitisme assez banal, maurassien, classique, bascule dans un antisémitisme qui est politique et porte ce projet. Et c'est en ça que le document est véritablement intéressant. Comme par ailleurs, autour de cette question-là, à travers les rafles de juillet, du 16 et 17 juillet 1942, on voit aussi la folie de Vichy. Si 4500 policiers français ont participé aux rafles, c'est pour appliquer ces lois, mais c'était aussi pour démontrer aux Allemands que même en zone nord, Vichy était capable d'administrer. Donc on est là au cœur du naufrage de Vichy, une politique antisémite, et puis cette illusion de vouloir démontrer que malgré les Allemands, il y avait un État français. Et à cause de Vichy donc, et de Pétain, le sort des Juifs a été beaucoup plus lourd en France que dans d'autres pays qui étaient sous le joug. On peut penser à l'Italie par exemple. Alors après, il y a tout un débat sur est-ce qu'il y a eu moins de déportés en France, plus de déportés en France. Ça, c'est un débat d'historien, il a son importance. Mais ce qui est intéressant, c'est la dimension politique des choses, et c'est en ça que le discours de Valdiv du président Chirac était intéressant, parce que c'est capital. C'est en ce qu'il démontrait qu'il y avait cette volonté politique, que ce n'était pas sous le joug des Allemands que ça avait été fait, mais que c'était l'État français et l'administration française qui avaient agi. Voilà ce que vient confirmer une fois de plus donc, ce document qui a été révélé par Serge